troisième épisode déjà de Manger les riches, cette saison 1 sur Elon Musk. Colin, comment ça va? Je me sens tout frais parce que là, il y a eu effectivement une semaine entre les deux enregistrements. Tu dévoiles nos secrets. Oui, on a eu une semaine pour se reposer, pour plus penser à Elon Musk, même si c'est impossible. J'ai tellement fait de recherche, mon cellulaire m'envoie tout le temps des moi, j'ai même pas fait notifications. de recherche, puis il est tout le temps dans mon algorithme aussi. Fait qu'honnêtement, on peut pas y échapper pantoute. On n'y échappe pas, malheureusement. D'ailleurs... Mais la semaine passée, je parlais d'Elon Musk, puis j'ai oublié son nom, puis j'étais vraiment... Ça, c'est un luxe qui arrive plus souvent en 2025 d'oublier le nom d'Elon Musk. J'étais quand même content. C'est dur à oublier quand même. Il y a un nom un peu hors du commun. Il y a un nom de super méchant quand même. Tu sais, tu voyais, mettons, dans les BD de Superman, Lex Luthor. T'es comme ça se peut pas. Mais finalement, oui. Oui, ça se pouvait. Mais mon cell me auto-complete maintenant quand je vais sur Google parce que je cherche à tous les jours. Je veux voir la courbe de l'action de Tesla qui descend depuis le mois de janvier. Puis c'est comme rendu mon petit... Quand ça va pas bien le matin, ça part ma journée un peu. Il a encore perdu 6% aujourd'hui. Fait que mon cell complète maintenant, dès que je l'ouvre, il est comme, ah oui, tu veux voir l'action de Tesla. T'as même pas besoin de taper T, là. Ça sort direct. Oui, c'est ça. J'ouvre Google, puis c'est dans les premières suggestions. Fait que je sais pas si ça révèle un peu une maladie mentale sur moi, peut-être. Mais là, ton cell pense que t'es un whiz de la finance, en fait. Oui, c'est ça. Oui, genre des pubs de Bitcoin à côté. Ou de Dogecoin. Voilà, donc on parlera pas de Doge. Ça dépasse le mandat de notre podcast. Mais aujourd'hui, on va parler de X.com, premier du nom. Donc, pas Twitter, mais Mais première entreprise. C'est sa première entreprise, C'est non? sa deuxième. Okay. Qu'on s'est laissé la semaine dernière. Il y avait Zip. Ou pour vous, au dernier épisode, c'était Zip2, qui était l'espèce d'ancêtre de Google Maps des pages jaunes. Il se battait avec son frère parce qu'il aimait pas le nom. Exact. Il a fallu que son frère se fasse faire une shot de tétanos parce qu'il l'avait mordu au sang. Il a vendu à Compaq qu'on s'est laissé. Il était millionnaire, il s'est acheté une McLaren F1. Et là, il est un jeune millionnaire dans la jeune vingtaine et il doit maintenant décider qu'est-ce qu'il va faire du reste de sa vie. Et sa réponse, ça va être X.com. Mais attends, puis là, je sais pas si tu l'as marqué temporellement comme ça, mais moi, je vois deux phases de la vie d'Elon Musk. C'est avec calvitie et post-calvitie. Là, il est-tu encore... No shame à personne qui a des pertes de cheveux, mais c'est juste que la photo de Elon Musk dans le temps est assez frappante. Là. Ouais. Fait que là, on est dans cette période-là, genre. C'est une période un peu ingrate, en fait. Oui, on est encore dans le Elon Musk avec calvitie, qui est encore anonyme un peu, qui est pas une superstar. En fait, Elon Musk, là, il a 27 ans. Il reste pas loin de 20 millions une fois qu'il a payé son condo et sa McLaren. Et là, il se demande qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Si ça s'était passé en 2025, qu'il se serait parti un podcast de Finance Bro, mais on est en 99, fait qu'il est pas sur le grind set Sigma encore. Il doit se trouver une nouvelle entreprise. Et donc, Elon a fait un peu une période de réflexion et il a repensé à son stage à la Banque Scotia puis il s'est dit que s'il y avait une industrie qui était due pour un changement, c'était l'industrie bancaire. Ce qui était probablement vrai à cette époque-là. Fait qu'il a investi 12 millions de sa poche, puis avec un de ses collègues qu'il avait rencontré à la Banque Scotia, un dénommé Harris Fricker, il a lancé X.com. Là, je sais, X.com, maintenant, ça a comme une nouvelle signification parce que c'est le nouveau nom de Twitter depuis déjà quelques années. Donc, oui, c'est pas la première fois qu'il nomme une entreprise X. Il y a une obsession pour la lettre X. En fait, il trouve que la lettre X est courte, mémorable. Puis l'autre raison... Elle n'est pas plus courte que les autres lettres, man. Toutes les lettres ont exactement la même longueur. Oui, toutes les lettres je suis pas linguiste, mais j'ai l'impression que c'est à peu près tout pareil. Mais une de ces raisons, c'est que dans sa tête, ça allait lui permettre d'avoir l'adresse email la plus cool de tous les temps. Et là, X.com. Je mets cool avec des guillemets. C'était, i@x.com. Et ça, il trouvait ça incroyablement cool et c'était une des raisons pourquoi. I pour Elon? Ouais, E pour la lettre E pour Elon Musk. E@x.com. Il était comme, c'est la meilleure adresse qu'il peut y avoir. Okay. Fouille-moi pourquoi, mais... Y a-tu un de ses enfants qui s'appelle EAX, non? Oui. EAX, c'est vraiment dans cet ordre-là? Non, c'est XAE, mais que ça se prononce H. Il y a de la suite des idées. Hein? C'est vrai, c'est les mêmes. OK, c'est quand même fou. X, H et 12, ouais. OK. Mais H étant écrit AE parce que c'est de l'elfique, je pense, en fait. On y reviendra. On va y revenir. Avant d'aller plus loin, en fait, je vais juste te présenter le concept de X.com, l'original avant Twitter. L'idée, c'était de faire de X un site qui allait permettre de gérer toutes les sphères de sa vie financière. Fait qu'on allait pouvoir gérer ses comptes, faire des achats en ligne, obtenir une carte de crédit sans avoir à faire affaire avec une vraie banque traditionnelle, investir, souscrire à des prêts. En gros, c'est un espèce de Wealth Simple, genre. Ouais, ou même une espèce d'accéder pour être bien honnête à bien des égards, mais comme 15-20 ans d'avance. Okay. On est en 99, c'est une autre époque quand même. Fait qu'il y avait quand même un peu de suite dans les idées. Il y avait quand même un peu vu venir où ça s'en allait, en fait.
C'était super ambitieux. En fait, on est au début des années 2000, c'est super ambitieux parce que les gens faisaient pas encore super confiance à Internet. C'est la génération de nos parents. Ma mère vient de commencer à faire des achats en ligne sur Ratemans. Là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de colliers Ratemans qui rentrent chez eux. Mais... Oui, puis ils ont peur. Maintenant, ils ont peur de se faire voler leur identité. Fait que oui, il y a 20 ans, ça devait être quelque chose. Là. Ça fait pas longtemps que ma mère me fait pas des virements pour que j'y achète avec ma carte de crédit parce que comme que Pierre-Luc se fasse voler son identité, je m'en balance un peu, mais ouais. Donc, c'est ça. On est dans cette époque-là. Fait que c'était audacieux pour l'époque. Puis les proches d'Ellen avaient aussi peur que les gens fassent encore moins confiance à X.com parce que ça sonnait vraiment comme un autre site porno. Oui, mais c'est ça. C'est-tu de là son obsession? Puis c'est pas des problèmes de nom de domaine, genre, un petit peu? Ben, c'est sûr qu'il y avait des... Je pense que X.com était encore disponible parce qu'on est quand même tôt dans l'histoire d'Internet. Ouais. Mais oui, tout le monde de son équipe faisait « On a un problème, tout le monde pense que c'est un site porno. » c'est sûr. Ou c'est une stratégie de tu vas aller chercher du trafic de même, mais... Moi, après, tu sais, on saura jamais, là. Mais moi, je pense vraiment pas que c'était ça. Je pense qu'il comprend pas que les gens associent X.com à la porno. Il est comme 3X, oui, mais X, non, c'est juste une lettre super cool. Je pense sincèrement que c'est ça. C'est juste la plus courte des lettres, gang. C'est que vous avez rien compris. Donc là, c'était pour sa nouvelle entreprise, contrairement à la toute première, il était complètement le boss. Il n'y avait pas d'investisseurs à qui rendre des comptes. Et puis, c'est une chose qui était claire pour lui, c'est qu'il n'allait pas se faire imposer un PDG comme ça avait été le cas avec Zip2. Puis, comme il possédait la majorité des parts de l'entreprise, même le cofondateur, Harris Fricker, avait pas son mot à dire. Puis ça, il n'a pas eu le choix de l'apprendre assez rapidement. Parce que le style de gestion de Musk n'a pas changé entre Zip2 et X.com. Puis honnêtement, ça n'a jamais vraiment changé. Tu sais, quand je te disais qu'il avait tendance à humilier publiquement ses employés, à soudainement renvoyer des gens sur un coup de tête, c'est encore exactement le style de gestion. Je sais pas pourquoi tu parles au passé non plus, parce que c'est une bonne constante. C'est encore exactement son style de gestion en 2025. Il restait au bureau à coder toute la nuit puis insultait publiquement ses employés. En fait, c'est assez terrible que le cofondateur, Harris Fricker, puis une gang d'employés ont demandé à Musk de démissionner. Ils ont fait un bloc commun puis ont dit « Tu peux plus diriger l'entreprise ». Musk a refusé. Puis Fricker puis une majorité des employés qui étaient les employés fondateurs de l'entreprise ont démissionné. Ouais. Ça parle beaucoup. Là. Ouais, ça parle beaucoup, exact. Pour que du monde en tech trouve que leur boss n'a pas de bon sens, c'est quand même next level en plus. Là, oui, parce que c'est une industrie, puis c'est le Far West encore un peu aujourd'hui, mais là, 25 ans, c'était complètement le Far West. Là. De passer la nuit à travailler, c'était comme super normal. Mais c'est pas juste en fait parce ils sont pas juste partis parce qu'ils étaient impolis et un peu directs en parlant de leur code. Il a développé chez X.com une technique qu'il adore, qu'il utilise encore aujourd'hui, constamment, et c'est celle de mettre des deadlines impossibles. À l'automne 99, il a décidé d'annoncer publiquement que X.com allait être lancé officiellement pour l'Action de grâce, mais c'était pas prêt pantoute puis il avait pas consulté les employés. Le résultat, c'est que les employés ont été obligés de travailler comme des fous furieux pendant des semaines. Ils dormaient littéralement au bureau. Une chose qu'on voit encore aujourd'hui d'ailleurs. Musk, lui, probablement qu'il se défendra en disant que lui aussi travaillait constamment, mais là, je vais remonter sur ma boîte à savon pour faire un petit édito. Mais c'est ta business. T'as toutes les parts. C'est pas les mêmes enjeux du tout. Ben non. T'as complètement deviné où je m'en allais. T'sais. C'est une chose de dormir au bureau parce que si l'entreprise réussit, c'est toi qui vas devenir multimillionnaire. Tes employés, ils vont juste avoir du temps supplémentaire, probablement pas payé, tu sais. Fait que, puis encore aujourd'hui, moi, c'est ça qui me fâche. Tu sais, quand je le voyais, t'es comme, mais moi aussi, je suis dévoué, je dors au bureau de Twitter. OK, mais tes employés, au max, ils gagnent 150 000. Toi, t'as acheté ça pour 44 c'est milliards. C'est l'idéologie de, on est une famille, gang, mais on est une famille avec absolument pas des parts égales dans exact, tu sais. Mais bon, ça a quand même marché. Il a réussi à lancer X.com pour l'Action de grâce. Ce qui l'a probablement convaincu que c'était une super technique d'imposer des deadlines impossibles à ses employés. Puis je te le dis d'avance, là, la technique des deadlines, je vais la mentionner encore plusieurs fois. Puis attends, je sais qu'on va en reparler, mais comme cette fois-là spécifiquement, c'était-tu... parce que je comprends la logique de OK, on va forcer tout le monde à travailler, mais le gros risque, c'est qu'après ça, tu sors un produit qui est pas fini, genre, qui est super problématique. Ça a fonctionné. Okay. Étonnamment, là, je pense que faut donner le crédit à ses employés, mais non, le matin de l'Action de grâce, ils sont allés avec une carte de crédit de X dans un guichet, retirer, faire une avance de fonds pour voir si ça fonctionnait. Puis ça a fonctionné du premier coup, puis on a comme... Mais ça, il était pas sûr. C'était un gros gamble. Oui, c'était un gros gamble, oui. Apparemment que les employés étaient soulagés quand ils ont vu l'argent sortir. Ils ont fait, on y est arrivé. Mais, bonne nouvelle pour les employés de X.com en 99. Elon était peut-être un boss de cul, mais il n'est pas resté patron longtemps malgré ses ambitions.
Parce que pour partir une si grosse entreprise, l'investissement d'Elon Musk n'était pas suffisant. Il a beau avoir mis une dizaine de millions de sa poche, il fallait qu'il parte une banque, littéralement. C'est huge, là, Fait que c'est pas comme partir à un kiosque de limonade, là, tu sais. Non seulement ça coûte cher partir une banque, mais il faut aussi 1,5 tonne de permis, là, oui, mais c'est ça doit être du paperwork qui a pas de bon sens, là, Exact. Fait que pour y arriver, il y a eu besoin de faire appel à Michael Moritz, qui est un investisseur réputé, pour injecter des fonds dans l'entreprise naissante, mais aussi et surtout pour avoir les permis, les autorisations. Michael Moritz était un vieux requin de la finance. Il connaissait tout le monde. Il était capable d'aller chercher ces permis-là. Il connaissait aussi les certifications et les exigences légales pour pouvoir ouvrir une banque. En fait, il faut que l'État assure aussi les prêts que tu fais. Oui, puis toi, il faut que tu aies les reins solides. J'imagine qu'il faut que ton entreprise ait tant de cash flow pour pouvoir backer les affaires que les gens empruntent. J'imagine. Ça, c'est la première des choses. Puis même aux États-Unis, un peu comme ce qui est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers, le gouvernement doit aussi assurer les sommes des clients de la banque. Donc, c'est ça. Il y a eu besoin de faire appel, comme je te dis, à Michael Moritz. Mais l'affaire, c'est que Michael, il trouvait que Elon était un kid de 28 ans, un peu hors de contrôle. Peut-être pas prêt à être le PDG d'une banque. Fait qu'il l'a convaincu de céder son poste à un nouveau PDG et lui est devenu Chief Product Officer. C'était la deuxième entreprise d'Elon Musk, puis pour la deuxième fois en 3 ans. C'est-tu le même titre, en fait? C'est-tu le même titre qu'il y avait chez Zip.com? Il était Chief Technology Officer, mais oui, c'est pratiquement la même chose qui s'est répétée 2 fois en 3 ans. Il est passé de PDG à chef des produits ou chef de la technologie, puis il s'est fait remplacer comme PDG par quelqu'un de plus expérimenté, ce qui était un affront total pour lui. Il y en a eu beaucoup de ressentiments. Il y a une fonction de X à l'époque, par contre, qui est devenue spécialement populaire. C'était la fonction qui permettait de faire des transferts par courriel. Ça paraît drôle aujourd'hui, mais tu peux envoyer un lien pour envoyer de l'argent et recevoir de l'argent par courriel. Interact. Exact. Puis, ça a fonctionné spécialement parce que eBay est devenu un des premiers sites populaires transactionnels en ligne. Mais c'est un site de vente aux enchères. Bon, on connaît tous eBay. Sauf qu'à l'époque, moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Je me souviens pas de ça. Fallait que les gens s'envoient des chèques par la poste. Fait que là, ils attendaient le chèque. Puis t'es comme, j'encaisserais pas avant que t'aies reçu le produit. Puis c'était une entente à l'amiable. C'est super T'avais pas de protection. Puis c'était compliqué. Puis il fallait que t'aies un livret de chèque. Puis t'ailles à la poste, tu sais. Donc... les courriels, les transferts par courriel étaient évidemment extrêmement populaires. C'est une idée géniale. Le seul problème, c'est qu'ils sont pas les seuls à avoir eu l'idée. Si vous écoutez ma description depuis tantôt, vous faites « Ouais, comme PayPal », ben exactement, comme PayPal, et c'était tout le problème d'Elon Musk. En fait, l'entreprise derrière PayPal, à l'époque, s'appelait Confinity, qui a été fondée par Peter Thiel, Max Levchin et Luke Nosek. Je m'excuse, j'ai probablement un mauvais accent sur ces noms vaguement d'Europe de l'Est. Mais si vous suivez la politique américaine de près, probablement que ces noms-là vous ont dit quelque chose. Colin, j'imagine que... Peter Thiel, oui, mais je pense qu'on en a parlé en plus dans un autre épisode, Peter Thiel. Oui. En fait, je l'ai dit en conclusion du dernier épisode qu'on parlerait de Peter Thiel. C'est là qu'on y arrive. Toute cette gang-là, mais Peter Thiel étant le plus riche et le plus puissant, c'est des milliardaires libertariens qui font partie de ce qu'on appelle maintenant les broligarques, les broligarques. Donc, un nom qui fonctionne mieux en anglais, mais qui dit ce qu'il y a à dire. Oui, donc, l'oligarchie des bros. D'ailleurs, puis là, je fais une petite parenthèse, Peter Thiel a grandement financé le Rockbridge Network. C'est un réseau d'influence de riches donateurs de la tech qui fait avancer ses idées libertariennes et de droite, et qui a été fondé par un certain J.D. Vance, oui. qui est aujourd'hui le vice-président de Trump. Ils ont récolté 100 millions pour tirer le Parti républicain encore plus à droite et pour faire réélire Trump dans le dernier cycle électoral. Oui, puis Peter Thiel, en tout cas, faudrait vraiment qu'on fasse une série d'épisodes sur Peter Thiel à un moment donné, parce que il pousse énormément, puis il y a vraiment une idéologie plus que de droite, là, vraiment anti-démocratique 100%. Là, ça va vraiment loin. Ouais. Complètement. Donc, c'est ça. J.D. Vance et Peter Thiel ont lancé le Rockbridge Network, qui est, pour beaucoup d'analystes, probablement une des clés pourquoi Trump a eu ce succès en 2024. Et puis, Luke Nosek, un des fondateurs de Confinity, faisait partie aussi du Rockbridge Network. Comme quoi, tout est dans tout. Donc... c'est fou aussi parce que, j'arrête pas de faire des parenthèses, mais on a tendance à voir le milieu de la tech un peu comme des liberals super riches. Tu sais, t'as l'impression que c'est ça, c'est Californie, c'est un peu à gauche, mais non, c'est vraiment c'est des libertariens crinqués, là. Ben, jusqu'à récemment, il était, je dirais,
à gauche socialement et très à droite économiquement, mettons. Mais là, le glissement social aussi s'est fait vers la droite. Puis en tout cas, Peter Thiel, on en reparlera une autre fois, là, mais c'est aussi un homosexuel. Ce qui rajoute une touche, je trouve, de complexité à la patente. J'adore le petit 2 secondes où les auditeurs ont aucune idée où tu t'en vas. By the way, c'est aussi un homosexuel. Non, mais qui rajoute une touche de complexité à la patente où il est comme quand même un ennemi des droits LGBTQ, tu sais. Oui, mais il est un homme gay, marié. En tout cas, c'est un personnage. Ouais. On en parlera peut-être dans une autre saison. Max Levchin, l'autre cofondateur, dis-je, est un peu moins impliqué en politique de ce que j'ai pu trouver, mais c'est quand même un gars plutôt à droite de ce qu'on en sait. Donc, tout ça pour dire que X.com et PayPal étaient en compétition pour attirer le plus de clients et d'investisseurs. Puis leurs mesures d'acquisition étaient super coûteuses, en fait. Ils donnaient des cadeaux en argent si tu t'inscrivais soit à PayPal, soit à X.com. Mais ça fait que chaque client leur coûtait extrêmement cher. Puis à un moment donné, ils ont fait l'analyse, puis en fait, les deux entreprises vont pas survivre si on continue à se rythme à se battre pour les mêmes clients. Il faut qu'il y en ait juste une parce qu'on va juste s'entre-détruire. Ouais. Donc, le nouveau PDG de... Il n'y en a pas une des deux qui avait un vraiment plus gros marché à ce moment-là. C'était comme une course assez serrée. Exact. Okay. Je pense que X.com fonctionnait bien, mais le nom PayPal était peut-être un peu plus connu. Ouais. Fait que, au final, personne n'avait un gros avantage super clair. Donc, le nouveau PDG de X.com, puis Elon Musk, qui était le fondateur et le Chief Product Officer, sont allés manger avec Thiel et Max Levchin pour discuter d'une éventuelle fusion de X.com et de PayPal. Et Thiel, sa première impression de Musk, c'était qu'il était complètement fou. Il est arrivé puis il a dit... Ma première offre, c'était de diviser les parts s'ils fusionnaient 90-10. Donc, Elon Musk, c'était comme X.com va garder 90% des parts et vous allez avoir 10%. Puis, quand Levchin et Thiel demandaient, OK, mais c'est quoi vos utilisateurs? Elon Musk inventait des chiffres au fur et à mesure. C'était comme, on a 50 millions d'utilisateurs. Ouais, mais dans vos chiffres, ça disait que vous en avez 30. Ouais, là, on en a 40. Okay. Fait que Thiel l'a trouvé complètement fou. Mais ils ont quand même continué à se parler parce que la business le nécessitait. Et l'impression de Thiel sur Elon Musk a été renforcée parce que quelques semaines plus tard, c'est ça. Il allait à une réunion, puis Musk a dit, regarde, je vais te faire un lift dans ma McLaren F1, la fameuse McLaren F1, qu'il a acheté quand il a vendu Zip2. Fait que Thiel était dans le char, puis il a fait, ah ouais, tu sais, qu'est-ce que ton char peut faire? What can this car do? Et Musk a mis le gaz au fond sur l'autoroute. Hey, c'est une question que tu ne demandes jamais à un homme insécure. Tu vas te faire tuer, man. J'irais tellement plus smooth. C'est un miracle. Moi, j'ai fait, hey, vraiment beau char, bravo, t'as pas à m'impressionner du tout. Man. Il a l'air super sécuritaire. Hein? Donc, Musk a mis le gaz au fond, l'essieu arrière s'est brisé, le char a volé dans les airs, ils ont fait des tonneaux, puis la carrosserie s'est déchirée. Puis Thiel, parce qu'il défend ses principes libertariens, il porte jamais de ceinture en voiture. Fait qu'il était pas attaché. Tabarnak. Okay. Et visiblement, la règle des probabilités s'applique pas non plus aux milliardaires parce que les deux sont sortis sans une graphine. Le monde serait tellement... ça, c'en est un effet théorie du chaos. Là, si les deux étaient décédés à ce moment-là, le monde serait complètement différent. C'est tellement pas la même chose. Fait qu'ils sont sortis du char qui était une perte totale, qui avait fait des tonneaux, qui s'était fendu en quatre. Ils sont sortis, ils ont fait « T'es correct? Ouais, cool. » Puis ils se sont trouvés un livre pour se rendre à leur réunion. OK. Donc... Puis ils sont allés direct à la réunion. Ouais, ils sont allés direct à la réunion, un peu... Leur saut devait être un peu ça flippé. Feel un peu myth-making. Possible. C'est possible qu'ils ont grandi l'histoire, mais je trouve pas ça aussi cool qu'eux ont l'air à trouver ça cool. Donc, ils ont eu une couple de rencontres, ils ont fini par s'entendre sur un split 55-45 en faveur de X.com, loin du 90-10 initial. Et à ce moment-là, une fois que l'entente était pratiquement signée, Musk a décidé d'aller voir Max Levchin, un des deux fondateurs, je le rappelle, de PayPal, pour le narguer en disant que je vous ai eu avec ce deal-là. C'est vraiment nous autres qui gagnent le deal. Avant que le deal soit signé. C'est tellement épais. OK. Levchin est en tabarnak. Il a manqué de se retirer complètement du deal. Et ça a été sauvé à la dernière minute par le PDG d'X.com qui est passé en arrière. J'oublie son nom, je ne l'ai pas noté parce qu'il ne reviendra plus dans notre histoire. Là. Mais le PDG d'X.com qui est obligé de rattraper le deal en arrière en offrant 5% supplémentaire pour faire un deal 50-50. Fait que ça y a vraiment nuit à Elon Musk. Ouais, il a perdu 5%. Ils ont perdu 5% des parts de cette nouvelle méga-entreprise juste parce qu'il tenait à narguer le cofondateur. Juste, il aurait pu attendre, c'est ça, il aurait pu attendre 2 jours de plus. Ouais, un génie des finances.
Alors, voilà. Elon Musk, il adore le contrôle. Tu commences sûrement à cerner ça de lui. Et une des conditions de la fusion, en fait, c'était que le service allait s'appeler X.com et pas Confinity au PayPal. Il tenait à son X.com. En fait, il voulait que PayPal soit juste un des services de X. Donc, que ça soit comme une filiale, mais que la compagnie reste X.com et que PayPal soit renommé X-PayPal. Parce qu'il adore la lettre X. Je rêve d'être aimé, en fait, comme Elon Musk aime la lettre X. Ouais. L'autre affaire qu'il a fait une couple de semaines après la fusion, c'est qu'il a fait équipe avec Max Levchin, qui visiblement est pas super rancunier, pour mettre le PDG dehors et reprendre son titre de PDG. De la nouvelle compagnie fusionnée. De la nouvelle compagnie X.com/PayPal. Donc, il l'a eu. Ils ont mis le PDG dehors parce qu'il y avait assez de parts pour réussir à le faire. Et Musk est redevenu PDG, mais la chicane a pogné super vite. En fait, le plan de Musk pour X.com, c'était que X devienne un peu un proto-réseau social, là, on est au début des années 2000, que ça devienne un réseau social qui allait offrir des services bancaires. Je sais pas si tu as écouté The Office. Oui, j'ai écouté The Office. Moi, j'avais juste en tête, tu sais, l'idée complètement saugrenue de Ryan avec Dunder Mifflin Infinity, qui est comme, on va faire un réseau social où le monde magasine du papier, là, tu sais. On dirait que moi, la dernière affaire que je voudrais, c'est parler avec mes amis pendant que je fais des virements bancaires, que je paye ma carte de crédit, comme dans quel monde ça vous parle. Mais eux, Levchin et TL, en fait, étaient pas down avec ce plan-là. Ils voulaient se concentrer sur le partenariat avec eBay parce que c'était le gros de leur revenu, puis eux autres sont quand même des humains normaux comparé à Elon Musk. Fait que ça, c'était un des gros sujets de chicane. Et l'autre sujet de chicane, t'en reviendras pas, c'est encore le style de nom de X. Mais eux, ils savent-tu qu'il a déjà mordu son frère pour un nom d'entreprise? Ils vont l'apprendre parce que ils ont commandé, en fait, TL Pindozek, qui est un autre des cofondateurs moins impliqués, avec des moins grosses parts que Levchin, mais qui est un des cofondateurs. Ils ont commandé une étude au sujet du nom parce qu'ils s'obstinaient avec, t'es comme, on va aller chercher des preuves. Et l'étude a montré que les gens appréciaient le nom PayPal, trouvaient que ça inspirait la confiance, que c'était sympathique, mais que X.com avait l'air d'un site porno. Ce qui est un problème parce que les gens avaient plus de misère à confier leur service bancaire en ligne, qui était déjà une technologie effrayante, à un site qui a l'air d'un site porno. Je comprends. La réaction de Musk quand ils ont présenté les résultats de l'étude, il a pété une crise, il a crié après tout le monde, puis il a fait retirer le nom PayPal partout sur le site. Donc, je résume. Musk est un boss incroyablement déplaisant, tout le temps en train de chicaner avec les autres décideurs au sein de la compagnie, puis il y avait des idées que personne d'autre appuyait. Puis aucune ouverture au feedback de ses collègues. Et aucune ouverture au feedback. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a fait « c'est le temps de partir en lune de miel ». Parce que ça faisait 8 mois qu'il était marié avec Justin, mais il n'avait pas encore eu le temps d'aller en lune de miel. Fait qu'il est parti dans le pire contexte à sa lune de miel. Et pour citer une émission connue, la suite va vous surprendre, ou dans ce cas-là, pas pantoute, parce que la première chose que Levchin, TL et Moritz, l'investisseur qui avait permis au départ de fonder X.com, puis qui avait encore des parts dans l'entreprise, c'est qu'ils ont fait un coup pendant ses vacances et ils ont décidé de lui retirer son titre de PDG. Et Musk l'a appris pendant son voyage de noces, fait que la lune de miel a duré 4 jours. Je te rappelle que Justin et Elon se sont divorcés en 2008. Et juste comme ça. Et quand il est revenu, il a essayé de défendre son poste, mais les autres membres du CA voulaient rien savoir. La décision était prise, il n'a pas eu le choix d'accepter la défaite. Fait qu'il a fait « OK, c'est correct, je vais céder mon poste de PDG, mais j'ai une demande. » Il voulait continuer à être porte-parole pour la compagnie parce qu'il avait pris goût à l'attention médiatique. Hey, vous avez vu comment je suis stable et hyper charismatique? Je devrais vraiment être la mascotte de l'entreprise. C'est exactement la réflexion de TL s'est faite, qui est devenu le nouveau PDG. Ils l'ont remplacé par TL. Donc, il a refusé. Et là, Musk a pété un câble puis il a dit « Vous mettez mon honneur en jeu. C'est ma réputation. » Donc, le Musk qui adore l'attention médiatique, il est né à cette époque-là, en fait. Parce qu'avant ça, bon, il y a eu le reportage à McLaren F1, mais il était plutôt discret dans les médias. C'était pas quelqu'un qui cherchait beaucoup l'attention médiatique. Et c'est vraiment là qu'on sent que le déclic s'est fait, puis il a fait j'aime ça être vu comme le génie de Silicon Valley, être le gars qu'on appelle en entrevue pour parler de finance et d'innovation et de... C'est là qu'est né le personnage médiatique de Musk. Pas que je suis un fan de Peter Thiel, mais sa stratégie... il est beaucoup plus dans l'ombre. Ça me semble... Si tu veux du pouvoir longtemps, ça me semble être une bien meilleure stratégie, d'être discret, que la grosse majorité... Les Américains moyens savent pas t'es qui. Complètement. Ouais. Puis sa stratégie financière par rapport à PayPal avait du sens, parce que l'avenir lui a donné raison. Sa stratégie de se concentrer sur eBay a fonctionné, parce qu'en 2002, eBay ont acheté PayPal pour 1,5 milliard.
Et là, la part de Musk, ce qui lui restait de pourcentage d'action, c'était à peu près 250 millions. Fait que je résume, il a investi 14 millions en 99 pour partir X.com. Et en 2002, 3 ans plus tard, il en a retiré 250 millions. Un bon rendement quand même. Le problème avec ça, en fait, c'est qu'Elon Musk était quand même pas content parce que la stratégie de renforcer le partenariat avec eBay pour finalement être acheté par eBay, c'était la stratégie safe et c'est pas le genre d'Elon Musk. Musk adore prendre des risques. Lui, il s'en sert pour se vanter, pour montrer qu'il est un innovateur et un risk-taker. Mais on peut le voir des deux côtés. Levchin raconte qu'à un moment donné, dans le livre des actions, il raconte qu'à un moment donné, ils ont fait un party. Donc, il a invité des dudes de tech, les fameux oligarques. Et ils ont fait une partie de poker. Fait que dans le party. Fait que Elon s'est assis, il a décidé de jouer, mais c'est pas un joueur de poker. Il sait pas vraiment jouer au poker. Il connaît les règles comme tout le monde, mais that's it. Fait qu'il s'est assis. Premièrement, il s'est mis all-in. Et évidemment, il a perdu direct. Il a racheté des jetons. Il s'est remis all-in. Il se mettait all-in à chaque main. Puis il perdait tout le temps, mais à chaque fois qu'il se levait, il allait racheter des jetons. Il revenait, il se remettait all-in. Fait que la loi des probabilités a fait qu'à un moment donné, il a gagné une main parce que ça se peut pas que tu les perdes toutes. Et dès qu'il a gagné, il a fait « Je vous ai toutes vidées. Merci, bonsoir. J'ai gagné. » Et ça, c'est la stratégie d'affaires d'Elon Musk. Je comprends. Puis, y a-tu quelqu'un qui a fait le calcul de y a-tu gagné plus que ce qu'il avait dépensé en jetons ou ça n'a pas d'importance? S'il a perdu 6 mains de ligne pour en gagner une, comme au final. Ouais. C'est juste en affaire de. À un moment donné, je vous ai battu, peu importe combien d'argent j'ai mis. Oui, c'est ça. Et maintenant, je jouerai plus, fait que je vais avoir fini sur une victoire. Peu importe ce que vous dites. T'sais. Donc, le genre de personne que c'est. C'est pas mal ça que je voulais te raconter sur X.com. Ça a duré 3 ans, ça a été court. Par contre, ça a été une énorme infusion de cash dans le compte d'Elon Musk. Là, il est un petit millionnaire encore à 20 quelques millions au début de sa vingtaine, mais 3 ans plus tard, il avait pas encore 30 ans et là, il valait 250 millions, ce qui est déjà une fortune d'une plus grande ampleur. Donc, on va être rendu bientôt à parler de Tesla, mais avant, il y a une autre affaire que je veux parler qui nous décrit bien, je pense, la personnalité d'Elon Musk. C'est que Elon Musk déteste les vacances. À ce qu'il dit, à part des séjours de 2-3 jours, là, c'est des bateaux, des yachts ou des affaires du genre, il dit qu'il a pris des vacances seulement 2 fois dans sa vie. La première fois, c'était son voyage de noces, qui a été interrompu après 4 jours parce qu'il était victime d'un coup pour le remplacer comme PDG de X.com. Ça, c'est ses premières vacances. Et comparé au deuxième, c'était des vacances de rêve. Parce que après son départ de PayPal, quand il a été éjecté de son poste de PDG, il a décidé de retourner voir sa famille en Afrique du Sud. Il n'était pas retourné depuis son départ à 18 ans, fait que ça faisait à peu près 10 ans qu'il était pas allé en Afrique du Sud, qu'il n'avait pas vu sa famille élargie. Fait qu'il a passé un peu de temps là-bas. Justine, qui était sa femme, s'est chicanée avec le père et la grand-mère d'Elon Musk constamment. Pendant que la grand-mère arrêtait pas de la traiter de Jézabel. Ce que je trouve malade comme c'est vraiment du old school slut-shaming, ça. Espèce de Jézabel. Une vraie Jézabel. Puis, vu qu'elle n'arrêtait pas de chicaner, ils sont revenus plus tôt. Sauf que quand ils sont revenus de vacances, c'est pas la fin. Si c'était juste ça, tu dirais, bon, c'est des vacances un peu poches, mais à son retour, Elon Musk, il se sentait un peu étourdi, il avait des frissons, il avait les oreilles qui sillaient. Fait qu'il est allé à l'hôpital, puis là, son cas continue à s'empirer. Puis les médecins lui ont diagnostiqué une méningite virale. Ils ont dit, retourne à la maison, bois beaucoup d'eau, repose-toi, puis ça va passer. Sauf que sa condition continue d'empirer. Fait qu'il est allé dans une clinique et son pouls était tellement faible que le médecin l'a envoyé en ambulance dans un vrai hôpital. Parce qu'il était dans une clinique, il a fait non, ton pouls est trop faible. Ambulance, go, ça presse. Là-bas, il y a un médecin spécialisé en maladies infectieuses qui est passé par hasard devant son lit qui a fait ce gars-là n'a pas de méningite, il a la malaria. Imagine le hasard. Les chances qu'un spécialiste en maladies infectieuses passe devant son lit qu'en regardant du coin de l'œil, il fasse il est allé voir son dossier et il a fait ils l'ont pas bien diagnostiqué. Juste à voir sa face. Ouais, ils l'ont pas bien diagnostiqué, ce gars-là, à malaria. C'est... Tu sais, quand je te dis, on dirait que des fois, je crois pas au destin, mais on dirait que quelqu'un jouait pour qu'on soit dans ce film-là. Il y a tellement de moments où Elon Musk aurait pu mourir. ouais, c'est fou. Et c'est pas arrivé. Donc, puis tu sais, quand je te dis c'est un hasard, apparemment, selon le médecin, 1 jour ou 2 plus tard, ça aurait été trop tard pour le sauver, là, et ça aurait pu être traitable. Donc, il était aux soins intensifs pendant 10 jours, puis ça lui a pris 5 mois de convalescence avant de complètement se remettre de sa malaria. Et la leçon qu'il a tirée de toute cette aventure-là, l'Afrique du Sud et les vacances, ça va me tuer. Plus jamais, oui. Ouais.
Et pour montrer à quel point les bras oligarques, c'est des bonnes personnes, quand il était encore PDG de X.com, Musk avait pris une assurance vie qui était au bénéfice de la compagnie d'une valeur de 100 millions. Comme quoi, si lui mourait, X.com allait retirer 100 millions. Et Peter Thiel a dit, s'il était mort, tous nos problèmes financiers auraient été réglés. Puis juste te rappeler qu'aujourd'hui, c'est un de ses meilleurs amis. Donc, juste un petit fait comme ça. Je sais pas si tu savais, Colin, mais parmi les PDG, on trouve un nombre inhabituel de psychopathes. Je dis ça de même. Je suis comme pas surpris, oui. Fait que c'est la fin de l'aventure X.com. On est maintenant en 2001. Elon Musk a 30 ans et il s'est fait jeter dehors de 2 compagnies qu'il a fondées jusqu'à maintenant. Mais il vaut aussi pas loin d'un quart de milliard, fait que... Ça peut louer. Je peux ranger les violons. Fait que là, il faisait une raid de char avec un de ses amis, puis l'ami en question, il a demandé, tu sais, à cette heure, t'es riche, puis t'as plus de job, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Moi, ce qu'il a dit, l'espace, ça m'a toujours passionné, mais tu sais, je peux pas, même avec 250 millions, je peux pas construire une fusée tout seul, là, c'est trop gros. Jusqu'à temps qu'ils disent, sais-tu quoi? Peut-être que je peux. Et c'est de même qu'est né SpaceX. Avant d'aller plus loin sur SpaceX, je veux parler de son obsession pour l'espace. Pourquoi ça l'intéresse autant? Bon, évidemment, il y a son obsession pour le livre, on a déjà parlé dans les derniers podcasts, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams, qui a été une énorme influence sur lui. Mais il y a 3 raisons, en dehors de ça, selon lui, du moins, pourquoi l'espace l'intéresse autant. La première, puis ça m'a intéressé quand même, là, c'est qu'en faisant des recherches, il s'est rendu compte que le progrès technologique est pas inévitable ni constant. On a parfois cette idée-là que la technologie évolue constamment puis que nos technologies, nos outils sont toujours meilleurs qu'ils étaient v'là 10 ans, v'là 100 ans. Mais quand on regarde l'histoire, c'est pas tout à fait ça. Il y a des moments dans l'histoire où le progrès a ralenti ou même reculé, comme au Moyen-Âge, par exemple, où on a perdu beaucoup des technologies de l'Antiquité et la Renaissance, justement, c'est un peu ça. On a découvert des technologies, puis bon, aussi des cours artistiques, mais là, ça, je pense, ça intéresse peut-être un peu moins Elon Musk, là, issus de l'Antiquité. Donc, il y a plusieurs raisons qui vont faire que le progrès technologique peut ralentir, des épidémies, des guerres ou un gouvernement fasciste qui s'installe dans la première puissance mondiale et qui coupe le financement au domaine scientifique, des choses comme ça. Donc, il s'est dit, il faut que j'investisse dans l'espace parce que je veux pousser l'humanité à continuer à améliorer ses technologies spatiales, à être sûr que ça recule pas. Je pense que je peux contribuer à ça, empêcher le recul ou le ralentissement de l'évolution technologique. Il voulait comme stimuler le développement technologique. Okay. Être une force qui allait pousser dans le sens du développement et non de la régression, ce qui est compréhensible. Mettons, jusque-là, ça me fâche pas. C'est super énormément louable si c'est vraiment ça, mais ça a l'air de... C'est un peu narcissique aussi, comme moi, je vais m'occuper que ça marche, là, mais... C'est pas l'affaire qui me fâche le plus. La deuxième raison, selon lui, c'est que la colonisation d'autres planètes, c'est une bouée de sauvetage si l'humanité ne survit pas sur Terre. Et celle-là me fâche beaucoup plus. Parce que, oui, OK, peut-être que c'est le capitalisme qui provoque la chute de la civilisation puis les changements climatiques qui menacent notre survie, mais vu que ça serait vraiment trop plate pour un milliardaire de s'attaquer au système qui le nourrit... C'est le capitalisme qui va nous permettre de sauver des destructions qu'on fait. Ouais, il est comme, peut-être qu'on pourrait arrêter genre la course à la croissance continue, mais non, on va construire des fusées pour aller faire une autre planète sur Mars, tu sais. Puis je vais charger les gens qui veulent survivre et quitter la Terre. Fait que, bouh! Et sa dernière motivation, la troisième, c'est, il dit qu'il se sent un esprit aventurier hérité de sa famille, de son grand-père Joshua Haldeman, et il veut redonner ce même esprit aventurier aux États-Unis qui l'ont accueilli. Et pour moi, cette raison sonne comme un tout bullshit. Je te mentirais pas, là. Mais bon, lui, il se croit et j'imagine que c'est ça l'important. Fait qu'en 2002, il a obtenu sa citoyenneté américaine parce qu'on le rappelle, c'est un immigrant. Et il a déménagé à Los Angeles. Et fun fact, quand dit long sur le genre de mari qu'il est, il a pas dit à sa femme pourquoi il déménageait là-bas. Il a juste fait, viens-t'en avec les enfants, on déménage à LA. Il a pas dit qu'il voulait partir SpaceX. Non. OK. Il dit, on déménage à LA. Je sais pas, tu sais, toi, Colin, je te parle pas de ma business, je te parle pas de mes projets du tout. Ouais. Toi, Colin, qui est en couple et qui a une famille, si ta blonde demain matin a fait, on déménage à Toronto, est-ce que tu serais du genre à lui demander, mais pourquoi? Oui, je voudrais savoir le rationnel derrière. Oui. Est-ce que t'es contrôle? Donc, c'est ça. Au début, le plan d'affaires était pas clair. Puis c'est souvent comme ça avec Elon Musk, apparemment, et je te jure que je te dis pas ça pour me moquer, mais il a tendance à lancer une compagnie et après trouver une façon de faire de l'argent avec. Ce qui est une façon un peu inorthodoxe de lancer une compagnie, mais qui est pas... mais qui est très une affaire de tech aussi. On va créer un service, on va perdre de l'argent pendant des années pour se rendre essentiel, puis après ça, on va. Il y a un sujet, il y a un domaine qui m'intéresse, peu importe, donc je vais l'investir, puis après, on va trouver une façon de faire de l'argent avec. Dans le cas de
SpaceX, ou en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est qu'il voulait surtout envoyer une fusée dans l'espace. C'était ça, sa motivation primaire, c'était d'envoyer une fusée dans l'espace. Le plan d'origine, c'était d'envoyer une serre sur Mars au début. Il se disait, si je réussis à faire pousser des plantes sur Mars pour envoyer des photos de ça, ça va créer une espèce d'engouement dans l'imaginaire public et le financement va être renouvelé pour l'exploration spatiale parce que l'image de des plantes qui poussent sur Mars va être marquante pour les esprits. Tu sais. Ce que je peux comprendre comme stratégie, c'est vraiment pas l'affaire la plus irrationnelle que j'ai entendue de sa part. Là. Puis il estimait à cette époque-là que pour réussir à créer une fusée qui amènerait une serre fonctionnelle sur Mars, ça coûterait à peu près 30 millions. S'il réussit à acheter une fusée usagée. Et c'est un gros si. Okay. Ça me semble vraiment pas beaucoup, 30 millions, mais OK. Mais j'avoue que j'ai jamais checké le marketplace des fusées. Non, t'as pas de budget. Non. Mais c'est ça, c'est que l'affaire, c'est que ça s'achète pas sur Kijiji, malheureusement, une fusée. Fait que la première place, il est allé, en fait, c'était en Russie, pour acheter des missiles décommissionnés qui pourraient être convertis en fusée. Puis un des premiers vendeurs qu'il a rencontré, il lui a demandé ce qu'il voulait faire avec un missile désarmé. Fait que Musk a répondu que son objectif à long terme, c'est la colonisation de l'espace. Fait que le Russe en question lui a demandé « OK, c'est qui ton ingénieur en chef? » Et Musk a répondu « Ben, c'est moi, le gars qui a un bac en physique et en affaires. » Il est pas ingénieur. Fait que le vendeur russe a dit « Ces missiles-là ont pas été construits pour des capitalistes. » Puis il a craché dessus. Wow! Okay. Chapeau à ce Russe anonyme. Puis c'était-tu genre sur le marché noir? C'est un gars qui vend des missiles je sais marché pas. Noir, Je sais sincèrement pas à quel point c'était légal, ce deal-là. L'histoire le dit pas, mais moi j'ai retenu l'essentiel. C'est que le gars il a quand même craché dessus en traitant de capitaliste. Fait qu'à partir de là, Elon Musk a fait « Ouais, je pense que ça marchera pas. » Il a décidé qu'il allait construire ses propres fusées. Et là, faut que j'admette que ça, c'est un des succès de Musk. Il faut que j'y donne. C'est venu avec des conséquences, mais il est arrivé dans une industrie qui était gardée. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, c'est pas facile de rentrer dans l'aérospatiale. Et il a réussi à s'insérer rapidement et à un peu briser cette chasse gardée-là. Enfin, un peu de justice pour les pauvres multimillionnaires qui ne pouvaient pas s'acheter des fusées. La première affaire qu'il a faite... Oui, il a comme démocratisé le voyage dans l'espace pour les très, très riches. Oui, exact. Okay. C'est plus juste une affaire de milliardaires. C'était juste quelques centaines de millions. Tu peux maintenant le faire. Bravo, Elon. Donc, la première affaire qu'il a fait, en fait, c'est d'établir ce qu'il appelait le Idiot Index, l'index idiot. Sera ma traduction libre pour la suite. Donc, c'est quoi l'index idiot? C'est que plus le coût d'un produit fini est élevé par rapport à ses composantes, plus l'indice est élevé. Fait que je te donne une image vraiment simple. Mettons, à l'épicerie, le petit plat d'ananas coupé en cubes, le petit pot d'ananas coupé en cubes, il coûte 6 piastres, mais tu peux acheter un ananas pour le même prix puis faire 5 petits pots. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que le plat d'ananas en cube est 5 fois plus cher que sa composante de base. Donc, ça te donne un index idiot de 5. Donc, on juge que ça te coûte 5 fois plus cher que les composantes qui composent le produit. Fait que là, t'imagines ça, mais mettons, avec des moteurs de fusée. Fait que combien ça coûte le fer, le titanium? Mais fait qu'il voulait le plus possible faire tout... in-house, genre, parce que ça reviendrait moins cher. Exact. Fait que, tu sais, il faisait, mettons, avec peu importe un réacteur, combien ça coûte chacune des composantes versus combien me coûte le réacteur. Et si ça coûte 400 fois plus cher, ben là, il y a un problème et probablement que je peux économiser énormément en fabriquant moi-même, tu sais. Fait qu'il s'est rendu compte, en fait, en calculant tout ça, qu'une fusée coûtait au minimum 50 fois plus cher que les matériaux qu'elle composait. Puis là, c'est là qu'il s'est dit, ben, je pense que c'est possible de construire mes propres fusées. Parce que oui, peut-être qu'une fusée, ça coûte 200 millions à construire, mais c'est 50 fois trop cher par rapport au prix des composantes. Fait que si je la fais moi-même, peut-être que je peux la faire pour 4-5 millions, tu sais. Ouais. I guess, mais il n'y a pas un affaire... Il y a des enjeux de chaîne de d'approvisionnement et tout ça. Puis de volume aussi. C'est ça. Pour une entreprise, ça coûte tant faire un réacteur, mais si t'en fais juste un, puis t'as besoin de te construire des usines, puis tout, ça va te coûter la peau des fesses faire un réacteur. Mais... Bien sûr. Et ses amis en finance ont fait le même calcul que lui. Ils ont capoté quand ils ont appris son plan et ils ont organisé une autre intervention où ils ont juste montré des vidéos de fusées qui explosent pendant des heures. Mais apparemment, ça ne l'a pas découragé. Au contraire, il a trouvé ça super motivant. Puis ça en révèle beaucoup sa psychologie, en fait, parce qu'il dit, ça m'a pas découragé, ça valait le risque parce qu'à quelque part, il sentait que son destin, c'était de sortir l'humanité de la Terre. C'était son destin. Et quand tu penses que ta mission, c'est de guider l'humanité, ben, le risque te dérange moins. Ça demande quand même un bon ego, par contre, que je n'ai pas personnellement. Donc,
En fait, puis même, tu sais, pour remettre de l'emphase sur ce point-là, des années plus tard, il parlait avec la journaliste Kara Swisher, puis elle a dit par après que dans son entretien avec lui, il avait dit « Je pense que sans moi, le monde va mourir et que si mes compagnies échouent, l'humanité est foutue. » C'est le genre d'ego qui motive le personnage, rien de moins. Donc, je te parlais un peu plus tôt avec X.com de sa technique préférée qui était des deadlines impossibles. Donc, dès le départ avec SpaceX, il l'a mis en action. Il a fondé l'entreprise en mai 2002 et rapidement, il a fait une annonce pour dire que la première fusée allait être lancée en septembre 2003 et qu'une première fusée allait atteindre Mars en 2010. Pour l'info, la première fusée a été lancée en 2008 et en 2025, ils n'ont toujours pas atteint Mars. Oui, fait que c'est ça. Fait que les deadlines trop serrés sont pas toujours respectés. Oui, exact. C'est pas toujours bon. Bon, je peux pas trop le roaster, là, je veux dire, j'ai jamais même mis les pieds en Beauce, encore moins dans l'espace. Mais il reste que la technique des deadlines impossibles à atteindre, on dirait que pour moi, il y a une partie de ça qui fonctionne pas complètement. On vient à notre sujet des fusées trop chères. Sans compte, c'est ça. Que les pièces étaient vraiment, le prix des pièces, en fait, était vraiment, vraiment gonflé. Et puis, il a décidé de construire beaucoup de ces pièces lui-même. Et c'est là que tu vas comprendre quelle partie de cette stratégie-là fonctionnait, parce que ça a quand même marché. Il disait, par exemple, il y a un loquet qui est utilisé par la NASA dans la station spatiale, un loquet de porte qui coûtait 1 500 $ par loquet. Puis, il y en avait plusieurs. Il y a un ingénieur de SpaceX qui est allé acheter un loquet de cabine de toilette, puis il l'a modifié légèrement. Et la pièce revenait à 30 pièces. Oui, c'est de l'argent sauvé énorme, mais... Fait que c'était une dizaine, une cinquantaine de loquets de même que tu sauves 1470 $ par loquet. Tu sais, vite, ces économies-là s'accumulent. Et puis, Tom Mueller, qui est l'ingénieur aérospatial, qui a été le premier employé de SpaceX, c'est l'employé 1, c'est vraiment un peu lui, le cerveau aussi, derrière l'opération. C'est lui qui a conçu les premières fusées. Il donne aussi, dans Biographie des actions, l'exemple d'un actionneur qui faisait pivoter des tuyaux dans un moteur. Donc, c'était juste une petite pièce qui faisait tourner les tuyaux dans le moteur. Ça coûtait... Le fournisseur, en fait, le chargeait 120 000 $ par pièce. Puis, ils ont réussi à fabriquer exactement la même pièce pour 5 000 $. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre de stratégie qui a fonctionné. Je te parlais de Tom Mueller, c'est ça, c'est le premier employé. C'est à lui qu'on doit beaucoup des succès de l'entreprise. Et parce que malgré ce qu'il aime dire, Elon Musk n'est pas un ingénieur. Je vais le rappeler plusieurs fois, mais il n'est pas un ingénieur aérospatial. Loin s'en faut. Donc, c'est ça, c'est pas assez pour construire. Il y a un bac en physique et en business, pas assez pour construire des fusées. Les fusées, c'est Tom Mueller qui les a conçues. Donc, si jamais vous voyez des gens sur X défendre Elon Musk en disant... Ouais. Il a construit des fusées, c'est un génie. Il fait du rocket science. Non, c'est Tom Mueller qui fait du rocket science. Et puis, comment il a fabriqué ces fusées, en fait, c'est sous les fameux deadlines de Musk. Il raconte qu'à un moment donné, Musk s'impatientait du temps que ça prenait pour développer un moteur. Là, c'est une des premières fusées. Il a demandé de couper le temps de développement en 2. Mueller, il a dit, ça se peut pas, on a viré ça de tous les bords, ça va prendre le temps que je te dis là. Musk l'a regardé froidement, il a dit de rester après la réunion. Quand tout le monde était sorti, il a dit, t'aimes-tu ça développer des moteurs? Oui. Bon, fait que quand je te demande de faire quelque chose, tu me le donnes. Donc, Mueller l'a écouté, il a coupé l'échéancier en 2 et ils ont terminé exactement dans le délai prévu à l'origine. Oh oui. OK, oui, c'est ça. Mais Musk était content parce que personne lui avait dit non. Oui, c'est ça. Puis parce qu'il adore que ses employés aient le sentiment d'urgence. Pour lui, des employés, ça travaille bien qu'un gun, ça attend. Ouais. Mueller raconte aussi qu'à un moment donné, Musk a décidé qu'il fallait absolument que les plateformes de lancement soient terminées dans une couple de semaines, même s'il n'y avait pas de fusée construite. Fait qu'il était comme, faut que les plateformes de lancement soient prêtes, et tout le monde était comme, OK, mais on n'a pas de fusée à mettre dessus, c'est pas si urgent. Et Musk, il trouvait que ses employés, en fait, sa vraie raison, c'est qu'il trouvait que ses employés n'étaient pas assez paniqués. Il était comme ça. Fait qu'on va leur créer des deadlines pour les affaires par rapport. Ouais. Fait qu'ils ont mis les bouchées doubles, ils ont terminé les plateformes à temps. Ouais, mais en même temps, ces employés-là, ils travaillent pas sur les fusées pendant ce temps-là? Ou c'est d'autres? Bien sûr. Fait que tout le monde a lâché tout ce qu'il y avait à faire. Ils ont mis les bouchées doubles, ils ont fait du temps supplémentaire. Les plateformes ont été terminées dans le temps que Musk a demandé et ils n'ont pas servi pendant des mois parce qu'il n'y avait pas de fusée construite. Fait que Mueller conclut en disant, les ingénieurs, tu sais, c'est pas des épais. Ils savent qu'un délai est impossible à atteindre et ça les démoralise. C'est la plus grosse faiblesse d'Elon, à mon avis.
Mais pourquoi personne lui dit? Ben parce qu'il s'entoure de Yes Man. Mueller dit que si quelqu'un dans un meeting disait à Elon qu'une de ses idées se pouvait pas, il était pas réinvité à la réunion suivante. Parce qu'il était renvoyé ou juste on va pas invité, contourner? mais sans compter, il y a plusieurs fois en fait où il a renvoyé des gens qui ont osé le confronter en réunion, qui ont juste perdu leur job de même. Mueller dit l'avantage, c'est que le refus d'entendre un non, ça donne une équipe qui est prête à atteindre des objectifs qui semblent impossibles. Mais il dit l'inconvénient de ça, c'est que tu te trouves entouré de yes men qui vont tout le temps te dire oui, même quand ça a ni queue ni tête, et ça a fini par arriver en effet à Elon Musk. Là. On l'a vu plus tard et on va en parler en masse. Puis je te donne un exemple de pourquoi c'est une mauvaise chose d'être entouré de yes men comme ça. En 2003, il y avait un problème avec les chambres de pousser des moteurs. Fait que la chambre où la flamme explose, et c'est ce qui crée la poussée. En fait, là, on voit à la façon que je décris que je suis pas un ingénieur aérospatial, mais c'est le mieux que je peux faire. Donc, c'est ça. Il y avait plusieurs chambres qui ont craqué. Puis, vu, c'est à partir du moteur qui contient l'explosion, c'est quand même important que ça soit étanche. Puis, s'il est craqué, il faut l'acheter. Il n'y a pas de réparation à faire, tu jettes ça. Musk était comme, non, c'est du gaspillage, on jette pas ça. Puis là, Mueller, il a dit non, mais on n'a pas le choix. C'est les chambres de pousser. Quand elles sont craquées, il faut les jeter. Musk a dit, il était pas content. Il a obligé Mueller à loader 3 chambres de poussée sur son jet privé. Il les a fait venir à LA parce qu'il avait eu une idée. Il a dit, on va colmater les failles avec de la colle. Mueller, il a dit... C'est ça son idée. Hey, je viens de penser à quoi? Il a dit, on va mettre de l'époxy pour bouger les cracks. Envoie-moi 3 chambres par jet privé, puis je vais le faire. Mueller, il a dit que c'est une idée débile, là, sûrement plus poliment que ça, mais c'est ce qu'il a dit dans l'essence. Musk l'a crié après. Fait que Mueller a fait, OK, garde, tu veux mettre de la colle sur les chambres? Go for it, man. Vas-y. Fait que Musk a quitté son party de Noël quand les chambres de poussée sont arrivées. Puis il est allé mettre de la colle sur les chambres toute la nuit pendant le party de Noël. Ils ont refait des tests, puis les chambres ont cassé immédiatement parce que ils avaient essayé de boucher un trou avec d'explosion avec de la colle. T'sais, évidemment, la colle a juste fondu anyway. Là. Fait qu'ils sont revenus au point de départ, ils ont jeté les chambres, ils ont recommencé et ça les a mis en retard de 4 mois. J'ai l'impression que ça, c'est exactement la même stratégie que l'affaire au poker de... Il fait des bons coups, mais on parle pas des 50 super mauvais coups qu'il fait. C'est vraiment juste un hasard de probabilité à un moment donné. Oui, ça finit par marcher juste parce que t'as tout le temps de l'audace, mais de façon vraiment stupide. Ouais. Oui, c'est vraiment ça, en fait. C'est que, oui, il a fait des coups, je vais pas dire de génie, parce que je pense pas que c'est ça le génie, mais il a fait des coups super intelligents, payants, puis tout ça, mais c'est parce qu'il est prêt à tout risquer à chaque fois. Fait que, il fait aussi des conneries de même, ou juste parce qu'il s'est obstiné à mettre de la colle, il a créé 4 mois de retard à SpaceX, tu sais. Pour une idée que tout le monde, avec un peu de bon sens, il a dit non, mais ça va. Pour des employés qui sont déjà sur des deadlines qui ont aucun sens. Tu sais, le gars, Tom Mueller, c'est un ingénieur aérospatial avec un doctorat dans le domaine. S'il dit que la colle va pas tenir, la colle va pas tenir. Mais ça, c'est le summum de ton boss incompétent qui te met des bâtons dans les roues. Là. T'es comme, il veut que j'ai fini pour genre Pâques ou whatever, puis là, il me retarde de 4 mois parce qu'il veut faire une petite affaire qui a pas de bon sens. Donc, c'est ça. Comme je te disais tantôt, la première façon qu'il a trouvé de réduire les coûts en aérospatial, c'est en fabriquant lui-même ses pièces, même si des fois, il est réparé de la colle. Mais l'autre façon qu'il a trouvé de réduire les coûts, en fait, c'est en changeant la façon dont la NASA faisait affaire avec ses contractants. Et ça, c'est la grande explication pourquoi la NASA s'est mis à triper de même sur SpaceX, soudainement. Tu sais, SpaceX, ça a longtemps été son entreprise la plus payante parce que ils reçoivent des milliards et des milliards en contrat du gouvernement américain. Tu sais. Donc, c'est ça. Le contact de SpaceX à la NASA, à l'époque, c'était un homme qui s'appelait Liam Sarsfield. Pas besoin de se souvenir de ce nom-là. Là, ça reviendra pas après. On va s'en parler dans les 2 prochaines minutes. SpaceX, c'est une nouvelle compagnie qui devait encore faire ses preuves, mais Sarsfield est un assistant du directeur de la NASA à l'époque, puis il était impressionné par l'équipe de Musk. Et il trouvait que SpaceX avait beaucoup de potentiel. Fait qu'en février 2004, SpaceX ont soumissionné sur un contrat de ravitaillement à la station spatiale, mais c'est une autre entreprise qui s'appelait Kistler qui a eu le contrat. Musk était en tabarnak quand il a su, je pense pas qu'il utilise ce terme-là, parce qu'il parle anglais, mais quand il a su que Kistler avait eu le contrat à sa place, fait qu'il a écrit à Sarsfield. Puis Sarsfield, qui avait de l'affection pour Musk de son propre aveu, il a fait une grave erreur et il a dit la vérité. Donc, il a dit, regarde, on a choisi Kistler parce que l'entreprise est mal en point, on veut l'aider à s'en sortir. Donc, on leur a offert ce contrat-là, mais SpaceX, votre tour va venir bientôt, on est vraiment impressionnés par ce que vous faites, puis tu sais, comme, on vous oublie pas. Musk a fait OK, puis il a poursuivi la NASA. En disant genre, oh oui, c'était pas un... Ils disent que... C'était pas juste comme choix de soumission. Il a pas juste dit que c'était pas juste, il a dit que c'était mal et corrompu.
Et comme preuve dans la poursuite, il a partagé le courriel de Sarsfield, son ami et contact. Et on devine que Sarsfield a été plutôt dans la merde après que ce courriel-là a été partagé. Toute l'équipe dit à Musk de ne pas se lancer dans cette poursuite-là, que c'est un suicide professionnel, que la NASA est littéralement ton seul client. Si tu le poursuis, tu t'es fait un ennemi de ton seul client. Mais SpaceX a gagné. Et la NASA a été obligée de leur donner une partie du contrat qui avait été attribué à Kistler. Et à partir de là, ça a aussi changé le modèle économique, en fait, de la NASA. Jusque-là, les entreprises qui fonctionnaient avec la NASA fonctionnaient sur un système qu'on appelait coût-plus. En gros, le gouvernement contrôlait comment le projet était fait. Fait que c'était la NASA qui donnait les spécifications des fusées et tout ça. Mais c'était exécuté par une compagnie comme Boeing, habituellement Boeing ou Lockheed Martin qui étaient les plus gros. Et par exemple, Boeing, s'il y avait le contrat, eux exécutaient les commandes de la NASA et se faisaient rembourser les coûts plus un profit garanti. Donc, on va payer toute votre main-d'œuvre, les matériaux et tout ça, plus un certain profit qui vous est garanti, qui sera de 5 millions, 10 millions, 100 millions, peu importe. Musk est allé devant un comité de Sénat pour combattre ce modèle-là. Pour lui, il dit que ça encourage les entreprises à pas innover et à dépasser les coûts et les délais parce qu'il y avait un profit assuré. Tu sais, si le projet est supposé être fait dans 3 ans... Ils n'ont pas besoin de se grouiller. Genre. Exact. Mon profit est garanti. Puis si le projet que j'ai promis que je ferai en 3 ans va être fait en 5 ans, ben, vous payez ma main-d'œuvre pendant 2 ans de plus. Garantie. Fait que pour eux, c'était comme... Il n'y avait pas d'incitatif à se dépasser. C'était l'analyse de Musk. Musk a proposé un système alternatif où les entreprises allaient soumissionner sur des contrats et seraient juste payées à l'atteinte de certains objectifs. Fait que peut-être plus comme la construction au Québec, en fait, où on a besoin d'un pont, voici à peu près le pont qu'on veut, qui peut nous le faire pour le moins cher. Et après, c'est pas nécessairement la NASA qui va contrôler chaque étape. T'sais. Donc, c'était plus payant pour les entreprises privées s'ils atteignaient l'objectif parce qu'ils pouvaient demander plus en échange d'un délai plus serré et tout ça. Et ils pouvaient agrandir leur profit s'ils le faisaient à plus bas prix. C'est-à-dire que la fusée, ils pouvaient dire ça va me coûter 200 millions, mais s'ils trouvaient des façons, par exemple, d'économiser en faisant des pièces moins chères. Oui, mais c'est risqué en tabarnak d'essayer de couper les coins ronds quand tu construis des fusées, justement. Mais voilà. Fait que c'est ça. Donc, ça peut être plus payant. Et plus intéressant pour le gouvernement parce que potentiellement, ils veulent payer moins cher et avoir leur commande plus rapidement, mais c'était bien plus risqué. Et le gouvernement a perdu énormément de contrôle, en fait, sur le développement des fusées. La NASA ne va plus dans l'espace par elle-même et dépend énormément de SpaceX en ce moment. Mais tu comprendras qu'il a gagné parce que la promesse... c'était facile de défendre à des sénateurs de « je vais vous le faire pour moins cher, plus vite, puis c'est moi qui vais assumer les risques ». Je vais pas te raconter l'histoire de SpaceX au complet, ça serait interminable. Puis c'est déjà un long podcast. Mais je voulais surtout te raconter en fait les débuts parce que personnellement, j'ai tout le temps trouvé ça un peu quand même étonnant de me dire qu'une compagnie qui est sortie de nulle part un peu au début des années 2000, qui est devenue l'entité qui envoie le plus de fusées dans l'espace. En ce moment, c'est toute agence gouvernementale, compagnie, donc on parle du public, du privé, c'est l'entité qui envoie le plus de fusées dans l'espace. Mais il y a plus, mais aux États-Unis, c'est ça se fait plus du tout public, en fait. C'est tout le temps, c'est ça, c'est tout le temps via des entreprises privées. Exact. Mais par exemple, la Chine, eux, ont un programme public spatial et SpaceX envoie quand même plus de fusées que la Chine. T'sais. Fait que c'est quand même quelque chose de gros qu'une start-up des années 2000 a atteint ça en moins de 20 ans. Donc, je vais un peu raconter le début pour voir comment c'est arrivé, en fait, ça. Donc, évidemment, lancer la première fusée de SpaceX, sans surprise, ça a été super compliqué. Puis, on peut pas en vouloir à Elon Musk, là, c'est littéralement du rocket science, là. Mais il y a quand même une partie de Musk, il y a quand même une partie des complications qui viennent un peu d'Elon Musk. Le premier lancement était supposé se dérouler à la base aérienne de Vandenberg, en Californie. C'était près des bureaux de SpaceX. C'est une base militaire gigantesque et super bien équipé, en plus d'être proche des bureaux, fait que c'était idéal. Mais le problème, en fait, il y avait 2 problèmes. Le premier, c'est qu'à ce moment-là, la base était réservée pour le lancement d'un satellite d'espionnage top secret. Fait que personne n'avait le droit de s'approcher de la base le temps que le lancement soit fait. Et l'armée refusait de donner un échéancier à SpaceX pour leur dire quand ça serait lancé. Fait qu'il était obligé d'attendre, ce qu'il aimait pas beaucoup. Et SpaceX avait pas les moyens non plus d'attendre à ce moment-là que ça se libère. C'est une jeune compagnie. Puis aussi parce qu'ils se sont battus contre les contrats coût plus. Fait que s'ils étaient restés au contrat coût plus, il y aurait eu les moyens d'attendre que la base soit libre. Mais là, il fallait que ça soit lancé le plus vite possible pour qu'ils puissent toucher leur cash. Mais l'autre raison, puis je pense sincèrement que c'est la plus importante, c'est que les règles à Vandenberg étaient vraiment sévères et Elon Musk déteste les règles.
il dit souvent à ses employés que toutes les exigences légales devraient être considérées comme des recommandations, sans plus, et que la seule loi inviolable, c'est celle de la physique. Toutes les autres, on peut les violer si ça vaut la peine pour le projet. C'est un point important dans l'épisode parce que je pense que ça, pour vrai, c'est une clé pour comprendre les agissements actuels d'Elon Musk. Puis là, je fais une petite parenthèse. J'ai lu récemment un texte de la journaliste Sigal Samuel dans le magazine en ligne Vox, que tu connais peut-être, là, qui résumait assez bien le problème, pas juste avec Elon, mais avec les bras oligarques en général. Et ça m'a fait mal de lire ça, mais je pense qu'elle a raison. Elle dit, c'est des nerds qui ont été élevés sur des histoires de super-héros. Puis là, comme je te dis, j'attaque pas les nerds, j'en suis moi-même. C'est gros nerd. D'ailleurs, le moment où j'écrivais ces lignes-là, je portais mon t-shirt de la Team Rocket. Mais dans l'histoire de super-héros, on accepte souvent que les héros défient la loi parce qu'ils sont plus sages que les décideurs. Leur mission est trop importante qu'elle soit interrompue par des policiers ou des politiciens qui comprennent pas vraiment l'importance de leur mission. Et la supposition de Samuel, et je suis 100% d'accord, c'est qu'Elon Musk se voit comme ça. Pour lui, il est un génie, il est un leader, puis il a une mission, c'est de sauver l'humanité, notamment en colonisant l'espace. Fait que pourquoi les règles s'appliqueraient à lui? Il est en train de sauver l'humanité. Le fait qu'il faut que tout le monde porte des bottes de sécurité, comme genre, OK, peu importe, tu sais. On trouve ça correct, tu sais, que justement, Superman, il viole les frontières internationales constamment, que Batman espionne les citoyens de Gotham, parce qu'ils le font pour le plus grand bien, puis au final, c'est tout le temps eux qui ont raison, tu sais. Et Elon Musk pense la même chose pour lui. T'sais. Est-ce qu'il va laisser des bureaucrates le ralentir dans sa mission de coloniser Mars avec leurs règles de sécurité connes? Absolument pas. Et je répète sa déclaration qu'il avait faite à Kara Swisher. Il pense que sans lui, ses entreprises, l'humanité est foutue. Donc, les règles de Vandenberg, ça y faisait pas grand-chose. Fait que ça n'a pas fonctionné. Leur plan B, c'était Kwajalein, une petite île dans l'archipel des îles Marshall, dans le milieu du Pacifique. Tout le monde surnomme l'île Kwaj. Et ça te dérange pas, je vais faire pareil, parce que je pense que j'ai massacré la prononciation au premier coup. Et sur Kwaj, en fait, vous irez voir sur Google Maps, là, si vous êtes curieux, c'est vraiment dans le milieu de nulle part. C'est à des milliers de kilomètres de la Nouvelle-Zélande, je pense, qui est le pays le plus proche. Ouais, c'est très, très loin. C'est le bout quand tu voles en avion où t'es comme, si on s'écraserait, on est fait, là. C'est ce bout-là, Kwaj, mettons. Et sur Kwaj, il y a une seule affaire, c'est une base américaine. Puis une chose que je savais pas, les bases américaines sont supposées faire des partenariats avec le privé pour financer une partie de leurs activités. Ça fait partie de leurs règles de fonctionnement. Mais Kwaj, c'est au beau milieu de nulle part. Fait qu'il n'y a aucune entreprise privée qui voulait aller faire de la business. Il y avait énormément de misère à attirer des partenariats privés. Et fait que les décideurs de Kwaj étaient prêts à faire bien des affaires pour attirer SpaceX. Fait qu'ils ont choisi Kwaj, mais vite, ils se sont rendus compte qu'il y avait une raison pourquoi personne d'autre voulait y aller. Tout le monde devait dormir dans des vieilles baraques militaires pourries. Il fallait qu'ils fassent 45 minutes de catamaran au soleil tapant chaque matin pour se rendre au site de lancement. Ils ont dû couler le béton eux-mêmes pour faire la plateforme de lancement parce qu'il n'y avait rien de taille suffisante. C'était un casse-tête logistique énorme parce que les pièces étaient fabriquées à Los Angeles et il fallait amener ça au milieu du Pacifique. Oui, ça doit être fucked up. Fait que les fusées étaient montées sur place sur l'île? Exact. Ils envoyaient les pièces par bateau, par avion, mais ça coûtait une fortune, c'est compliqué. Et la piste d'atterrissage était plus un sentier qu'une vraie piste d'aéroport. Et il y avait un grave problème. L'air était salé comme ça n'a pas d'allure. Et pourquoi c'est un problème? Elon Musk est très à cheval sur l'imputabilité, sauf pour lui-même. Quand quelque chose ne fonctionne pas, qu'un processus cause problème, il veut absolument savoir c'est la faute à qui. Donc, la première tentative de lancement a eu lieu en mars 2006 et ça s'est soldé par un échec. La fusée a décollé, mais après 25 secondes, elle s'est mise à perdre la vitesse. Il y avait une fuite, en fait. Puis la fusée a pris feu et s'est écrasée dans l'océan. Puis c'est parfaitement normal pour un premier lancement de fusée que ça arrive. C'est une première tentative aussi d'envoyer une fusée. Non seulement c'est la première fusée, mais avec une équipe qui fait ça pour la première fois, une nouvelle compagnie, à la limite, ça aurait été plus weird que ça marche du premier coup. C'est parfaitement normal. Ce qui est pas normal, par contre, c'est qu'après l'échec du premier décollage, le PDG est dans une conférence de presse publique qui pointe du doigt un ingénieur en particulier pour leur échec. C'est Steve. Hey, by the way, c'est la personne que vous connaissez pas du tout, c'est de sa faute à lui. Mais c'est exactement ça qu'il a fait. Il a dit qu'un de ses ingénieurs, Jeremy Holman, avait mal serré un boulon qui tenait le câble qui amenait l'essence au moteur, puis que c'est ça qui avait fait que la fusée avait pris feu. Il l'a pas nommé, mais il a donné assez de détails que tout le monde dans le milieu savait que c'était Jeremy Holman. Puis là, c'était-tu comme quelques heures après?
Je pense que c'était quelques jours. C'est ça, parce qu'il faut que tu fasses une enquête quand même pour voir c'est quoi le problème. Ouais. Je pense que c'était quelques jours après la conférence de presse. Oldman, évidemment, quand il a ça, il a pété un câble, littéralement, cette fois-là. Il est allé engueuler Musk en personne, puis les bras droits de Musk, en fait, l'ont même supplié. Ils ont supplié Elon de se rétracter publiquement d'un communiqué de presse, mais Musk a refusé. Oldman, après négociation, il a accepté de rester, mais juste s'il avait plus jamais besoin de parler à Musk directement. C'était dans son contrat qu'il allait plus jamais lui adresser la parole. Puis après un an, il a quand même décidé de démissionner. Puis Paul Mueller, qui était justement le fameux ingénieur, là, c'était une grosse perte parce qu'il dit Oldman est un ingénieur brillant. Et contrairement à Musk, qui est, rappelons-le, pas un ingénieur pantoute. Lui, c'est ce qu'il fait, oui, c'est ça. Puis finalement, quand je te parlais d'imputabilité puis d'air salé, pourquoi le boulon a lâché? Il s'est érodé, à cause que l'air est extrêmement salé à Aquage, l'endroit que Musk a choisi. Et c'est aussi Musk qui avait choisi personnellement un aluminium plus cheap pour les boulons. Fait que si la faute revenait à quelqu'un, en fait, dans l'opération, c'était Musk lui-même, mais l'imputabilité avec Elon Musk va juste dans un sens. Donc, le premier essai n'a pas été bon, ni le deuxième d'ailleurs, mais tu sais ce qu'on dit, la troisième fois, c'est la bonne. Sauf que la troisième fois, c'était aussi pas la bonne dans le cas de SpaceX. D'ailleurs, cette fusée-là aussi s'est écrasée. Et d'ailleurs, fun fact, pas si le fun que ça, a transporté le corps de l'acteur qui jouait Scotty dans Star Trek. C'était comme un hommage, là? Ouais. Il lui avait demandé que sa dépouille soit envoyée dans l'espace. Mais finalement, se retrouvé dans le fond de l'océan Pacifique. Fait que, désolé, Scotty. Ça, c'était-tu une affaire? C'est genre sa famille puis ses exécutants testamentaires qui ont dû payer SpaceX pour l'envoyer. Je sais pas si on payé, si on demandé ça. L'histoire le dit pas, mais en tout cas, la fusée transportait la dépouille de Scotty qui s'est retrouvé dans le fond de l'océan Pacifique. C'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Okay. Mais le problème avec ça, c'est que SpaceX puis Musk avait seulement du budget pour 3 essais. On est en 2008, Elon Musk n'est pas encore l'homme le plus riche de la Terre, il est encore un pauvre petit multimillionnaire. Donc, il n'y a plus le budget pour un quatrième essai. Et apparemment, 2008, c'était le pire épisode de sa vie. Il se divorçait avec sa première femme et la mère de ses 4 premiers enfants, Justin. Tesla était aussi au bord de la faillite, on va en parler plus tard. SpaceX il était déjà impliqué dans Tesla. Il était aussi impliqué dans Tesla. Le prochain chapitre sera sur Tesla, mais avant, on parle de SpaceX. Donc, c'est ça. Tesla était au bord de la faillite, SpaceX aussi, puis même lui, personnellement, commençait à s'approcher de la faillite. Fait que comment il s'en est sorti, ça allait si mal? Eh bien, c'est le retour de ses bons chums broligarques, Peter Thiel, Max Levchin. En fait, je les appelle les broligarques, mais eux, littéralement, s'appellent la PayPal Mafia. C'est ce que je trouve. J'ai déjà entendu parler de la PayPal Mafia, mais je pensais pas que c'était un titre qui s'était eux-mêmes donné. C'est lame. Ils sont accordés ce titre-là, c'est complètement lame. Fait que c'est ça, la fameuse PayPal Mafia, même s'il avait été chassé de PayPal, Musk est resté en bon terme avec les cofondateurs et bien fait pour lui, parce que c'est eux autres qui ont sauvé le cul en 2008, en fait. Les broligarques, la PayPal Mafia, avaient pas investi dans Tesla parce que Thiel croyait pas aux énergies propres. Bon, à quel point Tesla, c'est vraiment un bénéfice pour l'environnement, c'est discutable. Mais en tout cas, Thiel, il croyait pas. Mais pour SpaceX, il était plus intéressé. Puis il a accepté de mettre 20 millions du fonds d'investissement qui avait parti avec le reste de la PayPal Mafia pour aider Musk. Et aussi, il dit que c'était une façon de s'excuser pour la façon dont ça s'était terminé entre Elon et PayPal à l'époque. Je fais une grosse déclaration, mais je pense que le 28 septembre 2008, ça a été une date pivot dans l'histoire, même si on ne le savait pas, parce que c'est le jour où SpaceX a fait sa fameuse 4e tentative. S'il y avait... 20 millions, c'était suffisant pour refaire une tentative? Ouais. Okay. C'est quand même vraiment moins cher que je pensais, les fusées. Ouais, mais je pense qu'il y a quand même une partie des affaires qui étaient déjà construites aussi. Ouais. Là. Si le 28 septembre, ça avait échoué, on peut supposer que, Elon Musk serait jamais devenu l'homme le plus riche de la Terre et potentiellement le plus puissant. Et 2, l'idée que l'espace pouvait être privatisé, ce serait écrasé dans l'océan Pacifique avec la fusée de SpaceX. Mais malheureusement pour nous, ça a été un succès. Au 4e essai, la fusée Falcon 1, qu'elle s'appelait, s'est rendue dans l'espace. Et plus encore, ce qui a un peu validé le pari d'Elon Musk, SpaceX a réussi à faire avec 500 employés ce que Boeing avait besoin de 50 000 employés pour réussir. Donc, ça a vraiment validé sa stratégie aux yeux du gouvernement aussi. Puis la fusée, est-ce que c'était juste la shooter parce que c'était un test ou il y avait déjà la stratégie de on la récupère, on la reprend après pour la récupérer pour un autre. Je pense pas que celle-là, ils l'ont récupérée, si je me trompe pas. Mais oui, c'était déjà dans la stratégie d'être capable de les réutiliser. Puis en effet, ce que
tu dis, c'est une des grosses innovations de SpaceX, en fait. C'est qu'ils peuvent réutiliser les fusées, en tout cas, en grande partie. Ce qui est une grosse économie. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, le fait qu'ils ont réussi, justement, SpaceX à faire avec 500 employés, ce qui en demandait 50 000 à Boeing, ça a impressionné la NASA. À la fin de 2008, ils ont donné un contrat d'1,6 milliard. Puis en passant, selon un article du Independent, depuis sa création, SpaceX a reçu plus de 20 milliards US en contrats ou en promesses de contrats de la part du gouvernement américain. Donc, pour quelqu'un qui peut réduire les dépenses du gouvernement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je lisais, là, on est le 7 avril, je lisais qu'encore une fois, là, il est annoncé plusieurs milliards de contrats qui ont été fournis aux entreprises de Musk de la part du gouvernement Trump, ce qui est complètement étonnant. Avant qu'on parle de Tesla, une entreprise que tu connais peut-être, il y a une dernière histoire sur SpaceX que j'aimerais raconter pour clore le chapitre. Quand je te disais qu'Elon Musk il se fout des règles, je pense que c'est un bon exemple. À la fin de 2020, SpaceX testait un nouveau propulseur de fusée. Puis avant de faire un décollage, en fait, pour un test, il faut qu'il demande l'autorisation de la FAA, qui est l'Administration fédérale de l'aviation. Si vous dites, hey, la FAA, c'est pas l'organisation qui gère les contrôleurs aériens qui Musk est en train de démolir pour les remplacer par des employés de SpaceX depuis que Trump est élu, oui, c'est exactement eux. Donc, ce matin de 2020, le matin qu'ils devaient faire leur test de propulseur, c'était trop venteux. Puis la FAA lui a pas donné la permission de décoller parce que si le propulseur explosait dans les airs, ce qui peut arriver quand tu fais des tests, les débris auraient pu être poussés par le vent ces maisons autour. Ce qui me semble une très bonne raison de dire attendez un peu. Musk a décidé d'autoriser le test quand même s'il n'y avait pas la permission. Ils ont été chanceux, ça n'a pas été un succès. Là. En effet, le propulseur s'est écrasé, mais il n'a pas explosé sur le voisinage, donc une belle victoire. Mais la FAA a quand même lancé une enquête pour savoir pourquoi leur directive a été ignorée. Puis pendant 2 mois, SpaceX n'avait pas le droit de faire de décollage le temps que l'enquête se termine. La personne en charge de la sécurité chez SpaceX, c'était Hans Königsmann. Königsmann, c'est pas n'importe qui. Il a un doctorat en ingénierie spatiale. Je le répète encore une fois, contrairement à Elon Musk, qui n'est pas un ingénieur, j'aime quand même taper sur ce clou-là. Puis aussi, c'était le 4e employé de SpaceX, un des ingénieurs les plus importants avec Tom Mueller, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Puis c'est lui qui est en charge du fameux 4e décollage, le premier qui a eu un succès de SpaceX, le Falcon 1. Il a reçu la plus haute distinction que la NASA peut accorder à un civil. Je te fais son CV pour dire qu'en gros, il n'y avait pas plus homme de confiance pour SpaceX que Hans Königsmann. Fait que dans son rapport à la FAA, Königsmann a dit la vérité. Il trouvait que la FAA était trop prudente et qu'elle était souvent incompétente, mais il a aussi dit que Musk avait donné son accord pour le test en sachant très bien que la FAA avait dit non. Avait dit non. Donc, comment Musk a réagi? Par respect, parce que Königsmann avait été là depuis le début de ça, au lieu de le renvoyer sur le champ, il a retiré des responsabilités petit à petit au cours des mois jusqu'à temps qu'il fasse plus rien, avant d'y envoyer un courriel en lui disant « Il vient un moment pour tout le monde où vient le temps de prendre sa retraite, ce moment est venu pour toi. » Parce que il avait osé. Parce qu'il avait dit la vérité. Parce qu'il avait osé dire la vérité aux autorités. Et une dernière histoire qui s'est rajoutée un peu plus tard dans le processus et que je devais mentionner avant de terminer. Je m'attendais à lire beaucoup de scandales sexuels sur Elon Musk. J'en connaissais pas, mais je me disais, c'est sûr que je vais en trouver. On dirait que milliardaire, riche et puissant, scandale sexuel. Ça fait avec l'ego du gars, ouais. Oui, c'est ça. On dirait que c'est comme ça va ensemble, hein, comme les Cherry Blossom et l'Orange Crush. Là, je sais que tu comprends pas ma référence. C'est bon pas, mais oui. Mais récemment, là, j'ai vu un TikTok d'un extrait d'un vieux téléroman avec Ginette Renault, ce qui est hypnotisé, puis elle parle de son amour pour le mélange Orange Crush et Cherry Blossom. Je finis de manger mes chips, puis comme il me reste de l'Orange Crush, je me commande une Cherry Blossom. Le mélange Orange Crush, Cherry Blossom, c'est très, très bon. Qu'il l'embrasse tant qu'il voudra. I don't care. Et voilà, j'avais pas le choix de citer, ça me trotte dans la tête depuis. J'espère maintenant que ça va être exorcisé de mon esprit. Mais j'en connaissais pas de scandale sexuel sur Elon Musk. Mais finalement, évidemment, il y a eu un scandale sexuel. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup entendu parler. Savais-tu, n'as-tu entendu parler de cette histoire? Non, absolument pas. Moi, je soupçonnais que peut-être c'était pas une personne très sexuelle, en fait. Ouais. Qui était obsédée par l'idée de se reproduire, mais que l'activité sexuelle en tant que telle l'intéressait pas. Mais... Ça aurait pu complètement. Mais non, il y en a un. Puis ça m'a étonné parce qu'en plus, c'est quand même récent que ça n'a pas eu plus de traction dans les médias. Mais je te le raconte. Donc, en 2022, Business Insider, ils ont annoncé qu'ils avaient découvert que SpaceX avait versé en 2018 250 000 à une agente de bord pour acheter son silence.
Apparemment, ce qui s'est passé, c'est que l'agente de bord, qui est anonyme, là, elle n'a pas dévoilé son nom, en 2016, elle travaillait dans le jet corporatif de SpaceX. Elle avait été encouragée à faire une formation en massage pour pouvoir masser Musk pendant les vols. Okay. Bon, jusque-là, ça peut être acceptable. C'est un peu weird, là. Oui, mais la pente est glissante. Mais oui. La pente est glissante, exact. Mais tant que ça reste de la massothérapie, ça pourrait aller, à part le fait qu'elle devait suivre la formation dans ses temps libres et de sa propre poche. Ils ont juste dit, tu sais, si tu savais faire des massages, probablement qu'on aurait plus de chiffres à te donner. Mais est-ce qu'on va te payer? Non, absolument pas, mais ça serait une bonne idée. Mais bon, fait qu'elle a fait des formations, puis pendant un des vols, en 2016, il a demandé un massage. Et puis là, pendant le massage, ce qu'elle dit, c'est qu'il a montré son pénis en érection, il l'a flatté sa cuisse sans son consentement, puis il a dit... je m'excuse, je devrais pas rire. Il aurait offert un cheval en échange d'une relation sexuelle. Puis c'est une personne qui aime les chevaux, elle? Oui, apparemment que oui, il avait raison, mais on dirait que quand j'ai lu cette histoire-là, c'est à ce phrase-là que j'ai faite. C'est sûr que c'est pas une histoire inventée. Ben, d'un, parce qu'il faut toujours croire les victimes, mais de deux aussi, parce que personne n'a inventé un détail aussi absurde. Fait qu'elle a refusé et soudainement, elle a arrêté de recevoir du travail, elle était plus appelée pour travailler ses vols de SpaceX. Fait que là, elle s'est rendu compte que c'est parce qu'elle avait refusé qu'elle travaillait plus. Fait qu'elle a engagé un avocat. Ils ont une rencontre avec un médiateur, puis SpaceX lui a versé 250 000 en l'échange de son silence. Quand l'histoire est sortie en 2022, le premier réflexe de Musk, ça a été de se présenter comme la victime d'un coup politique. C'est dans la période où il est en discussion pour acheter Twitter, puis il est sorti en disant « c'est encore un coup des salles démocrates qui veulent salir mon nom » et tout ça. Mais il s'est rendu compte que l'histoire n'a pas du tout levé dans les médias, ça n'a pas été beaucoup repartagé, ça n'a pas généré énormément d'intérêt. Et la preuve, c'est que même si on suit Musk, on n'a quasiment pas entendu parler. Fait que là, il s'est mis à faire des jokes parce qu'il s'est dit, je suis safe, tout le monde s'en sac. Fait qu'il a tweeté que c'était parfait que son scandale s'appelle Elon Gate. Oui, c'est un jeu de mots de pénis et d'érection parce qu'il était comme parce qu'il a encore l'humour d'un ado. Et après ça, Chad Hurley, qui est cofondateur de YouTube, a fait un jeu de mots avec Horsing Around en référence à cette histoire-là. Et Musk a répondu, salut Chad, c'est beau, si tu touches ma graine, tu peux avoir un cheval. Donc, OK, mais il n'y a pas eu, puis il s'est pas dit, hey, personne n'en parle, on va juste garder ça comme ça, puis garder ça mort le plus possible. Okay. Non. Et donc, tous ces remords ont dû être un grand réconfort pour la victime. Fuck Elon Musk. Ouais. Et voilà, c'était la fin de notre chapitre sur SpaceX. Donc, on a vu ces deux entreprises qui ont participé à son succès financier, X.com et SpaceX. Je propose qu'on s'arrête ici. Et au prochain épisode, on s'attaque à un gros morceau, Tesla. Yes. As-tu hâte? J'ai très hâte. Mais là, je suis content. Là, on commence à voir le personnage un peu plus que dans les premiers épisodes. Oui, il fait moins pitié, là. On voit plus le sang. Donc, merci d'avoir été là pour ce 3e épisode et on se rejoint au prochain pour parler de Tesla. Dans 5 minutes. Alors, à Manger les riches, on parle de milliardaires à chaque épisode, mais malheureusement, Colin et moi, nous ne sommes pas riches. Non! Alors, si vous voulez nous aider à atteindre nos objectifs de domination mondiale et financière, vous pouvez nous encourager en nous laissant un pourboire sur la plateforme Ko-fi. C'est kofi.com/manger les riches, ko-fi.com/manger les riches. Je sais pas si j'aime ça. C'est la stratégie de sociofinancement qui me fait le plus filer comme une scout qui vend des biscuits en porte-à-porte. On est absolument... S'il vous plaît, encouragez-moi. On est absolument en train de commander. On veut également remercier notre commanditaire, Luxe Éditeur. Si vous ne les connaissez pas, c'est une maison d'édition qui publie des essais à caractère progressiste, de gauche, on pourrait même dire révolutionnaire parfois. Eux seraient contents. Eux seraient contents. Donc, on les remercie de nous encourager et de nous permettre de faire cette première saison de Manger les riches. Si j'ai une recommandation à vous faire personnellement, je dirais avec la Société de provocation de Dalian Amian, qui est un bon complément, je pense, au podcast. Que tu dois encore me prêter, d'ailleurs, mais oui, qui est très antipathique. Prochaine séance d'enregistrement, Colin, je l'amène. Donc, on remercie, en fait, Luxe Éditeur et on vous encourage à aller visiter leur site luxéditeur.com.